Bien, bonjour à tous. On va débuter le séminaire. Alors bon, je pense qu'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure, puisque 13h45, c'est un peu un horaire curieux, on va dire, pour le départ d'un séminaire. Donc, merci d'être présent ici au labo à Orléans pour notre séminaire consacré aux capteurs au service des économies des ressources. Les ressources étant à la fois l'eau dans la première partie de notre séminaire et l'énergie dans la deuxième partie. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ce séminaire a lieu grâce à nos partenaires, le pôle de compétitivité S2E2, AgreenTech Valley, qui est un cluster qui s'occupe justement de tout ce qui est agriculture connectée, et puis Captronic, qui est un partenaire plutôt côté électronique. Et évidemment, ce séminaire n'aurait pas lieu sans la participation financière de la région Centre-Val de Loire, des fonds européens et de l'État. Et puis, on aura aussi besoin de vos retours par rapport à votre satisfaction, ce que vous avez trouvé et pensé des présentations, des stands, etc. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Donc, c'était pas qu'avec toi que ça marchait pas en fait. Bon, du coup, je vais rester là parce que petit problème de télécommande. Donc, pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le Crésit Industrie, donc on est un centre de ressources technologiques. On est spécialisé dans tout ce qui est électronique et système embarqué. Et on est un centre qui a deux grandes parties. Une partie où on anime l'écosystème en électronique dans la région centre, avec des actions qui sont aidées, comme je disais, par nos financeurs, régions, FEDER, État. Et puis une partie où on réalise des projets pour des entreprises ou dans des projets collaboratifs qui vont de l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation de démonstrateurs. Et puis, on a aussi une partie de préqualification pour les mesures CEM et radiofréquence. CEM, c'est compatibilité électromagnétique. Donc, dans notre partie mission d'intérêt général, il y a l'organisation des séminaires comme aujourd'hui, mais il y a aussi tout ce qui est veille technologique et participation aussi à des événements dans la région centre, voire au niveau national. Donc, dans les thématiques qu'on traite, il y a tout ce qui est système électronique, communicant et sécurisé, avec tout un tas de communications sans fil, je vous passe les détails. On peut aussi appuyer les entreprises et labos de recherche quand ils veulent embarquer des logiciels, des firmware, et puis le côté traitement du signal, noyau temps réel, et également grâce à Dia Sharia, qui est notre responsable des essais et mesures, tout un appui aussi sur la conception, validation d'alimentation et convertisseurs. Et justement, sur le côté design d'antenne et mesure compatibilité électromagnétique, on a une plateforme qui est située juste au rez-de-chaussée ici pour accompagner les industriels pour faire de la préqualification et éventuellement pour faire du marquage CE quand le domaine d'application le permet. Donc, tout ce qui est résidentiel et industriel, ce dont on va parler aujourd'hui, on peut délivrer un rapport de test qui permet de faire du marquage CE pour cette partie-là. Et puis, on a aussi pas mal de matériel et de compétences dans les mesures et l'optimisation des consommations énergétiques pour le coût des systèmes embarqués. Aujourd'hui, on va voir l'autre côté du miroir, c'est-à-dire comment est-ce que ces capteurs, ces systèmes embarqués peuvent aider à l'optimisation des consommations à la fois en eau et en énergie. Donc, justement, au programme, une première partie pour l'optimisation des ressources en eau pour l'agriculture, avec une première partie avec Christophe Alérac, qui est le directeur technique du Crésit Industrie, et puis Anne Cotour, qui est de la société Assigne, ou Assign, je ne sais pas, Assign, qui vont nous parler justement des capteurs en RFID. Donc, pour cette partie, capteurs sans pile et sans fil, qui permettent de mesurer l'humidité.
Ensuite, Taher de Cibex va nous parler justement de son retour d'expérience, lui, qui est vraiment spécialisé dans l'irrigation et comment on peut optimiser, donc à la fois sur le côté capteur, mais aussi sur le côté actionnaire. Et puis, Pierre Anglard d'Ovive va aussi nous parler sur des systèmes d'irrigation beaucoup plus, comment dire, sur de beaucoup plus gros systèmes, comment est-ce que l'irrigation peut être gérée, automatisée et éventuellement optimisée, si tout va bien. Voilà. Et après cette présentation-là, on fera une pause, donc vous pourrez aller juste de l'autre côté, voir les stands, les démonstrations, on va dire réelles et pas juste PowerPoint, et puis échanger surtout avec les différents intervenants. Donc voilà pour cette première petite présentation. Je vais laisser la parole à Christophe Alérac et Anne Coutour pour la première partie de cette présentation. L'animation derrière Je vais le faire si tu veux, parce que si tu veux te mettre un peu plus. C'est toi qui as la télécommande. Ouais, voilà. Je t'en donne ça. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu des retours d'expérience qu'on a eu sur des travaux exploratoires qu'on a menés sur des systèmes de mesure d'humidité. Dans le cadre de ces travaux, on a trouvé des puces de chez Ussign. Et Ussign nous a fait le plaisir de venir présenter aujourd'hui. Donc, ça sera une présentation à 2 voix. Et en sous-marin, 3 voix, puisque Hamza Raki, notre ingénieur RF, a fait un beau travail de fond que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, côté optimisation, je vais rester face au pro. Côté optimisation, dans les serres, on s'aperçoit de plus en plus que les serres sont prévues pour être complètement automatisées. Donc, on a des robots qui se baladent un peu partout pour faire plein de choses, diverses et variées. Donc, Elisabeth m'a fait gentiment remarquer que la photo que j'avais choisie n'était pas du tout adaptée, puisqu'a priori, ce n'était pas une photo dans des sols terreux, ce qui montre toute l'étendue de ma compétence en agriculture. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'électronique. Et du coup, c'était juste pour illustrer que ces petits robots permettent d'aller au plus proche des plantes pour chercher de l'information et gérer des choses, et notamment aller gérer la ressource en eau. Et l'idée, ça a été de se dire, en fait, si on regarde un petit peu dans la publique qu'on a trouvé, ils font état en 2022 de 9 millions de serres répandues dans le monde, avec dans une serre entre une centaine de pots et 1 million de pots. Donc, on imagine le nombre de pots que ça peut représenter dans le monde entier. Et que, en essayant de gérer la ressource en eau, on pourrait économiser jusqu'à 25% d'eau, ce qui représente un petit peu la quantité d'eau qui serait économisée dans le cadre de ces applications. Et le point dur, c'est que pour équiper tous ces pots en mesure de capteur, on se rend bien compte que quand on commence à équiper 1 million de pots, et ben le coût du point de mesure commence à être très important. D'où l'idée de la solution RFID nous paraissait intéressante en termes exploratoires. Donc, on a fait quelques recherches. Dans ce cadre-là, comme je vous le disais, on a trouvé les puces à signes et Anne vous présentera tout ça après, donc je ne vais pas en parler dans le cadre de ma présentation. Et du coup, pour vous planter un peu le décor, je vais vous faire quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne. Pardon par avance pour ceux qui connaissent déjà, mais du coup, qu'est-ce que c'est la RFID? Le principe, c'est des puces qui sont capables d'être énergisées par l'énergie RF qu'on va leur envoyer. Donc, ils font de la récupération d'énergie RF qu'on envoie sur une porteuse. On est capable de leur envoyer de l'information en modulant cette énergie qu'on leur envoie. Donc, c'est la partie descendante vers le tag pour envoyer de l'information. Et il peut répondre, lui, en désadaptant son antenne, et du coup, en faisant varier, c'est comme du morse, hein, en faisant varier la désadaptation de son antenne, il est capable de réfléchir une partie de l'énergie RF qui est renvoyée au lecteur, et du coup, le lecteur peut avoir un retour du tag. Du coup, comme ça, on a des capteurs qui ne sont pas du tout alimentés, donc ce qu'on appelle des tags passifs. Et du coup, c'est des solutions où on a juste la puce sur l'équipement. Donc, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, hein, donc, notamment sur ces petits batchs-là. Ça, c'est du 13 méga 56, c'est du champ prof. On vient se coller contre le lecteur, c'est en méthode magnétique. Mais on a des tas qui marchent en UHF, en 868 ou 915 en champ électrique. Et là, on est sur des portées un petit peu plus grandes, jusqu'à une dizaine de mètres dans la théorie en champ libre.
Donc, le principe à retenir, c'est ces ordres de grandeur, une dizaine de mètres maximum en portée. La puissance autorisée en Europe, c'est 2 watts ERP, et aux États-Unis, c'est 4 watts EIRP, pourquoi faire simple et pas donner tous les mêmes échelles. Donc, c'est 1,64 le facteur entre ERP et EIRP, ce qui fait qu'on a le droit à 3,28 watts EIRP en Europe, ce qui fait une portée 35,16 dB, et en champ libre, d'après la formule de Freight, une dizaine de mètres de portée. Les fréquences, c'est autour du 868 en Europe, et puis les États-Unis, c'est du 915. Je vous ai donné pour info Japon, Chine, pour ceux que ça intéresse. Le principe du tag, c'est qu'on part d'une puce, comme avec des puces comme Assign, qu'on va monter sur une antenne, et l'ensemble puce plus antenne s'appelle un tag. Donc là, concrètement, je vous présente des cas d'antennes de type dipôle. Donc là, c'est une application qu'on a fait avec une puce Assign qui fait de la mesure de température, qui nous sert dans des applications pour faire des mesures dans des enceintes fermées, dans des armoires métalliques. Et donc, on est sur une antenne dipôle, tout simplement. Donc là, pour réduire un peu la longueur, on fait des méandres, on la replie dans la longueur, mais concrètement, c'est comme si on avait un dipôle étendu comme ça, qui permet de récupérer le champ électrique. Donc l'antenne qui est à gauche, c'est une antenne qu'on a designée pour faire des mesures de niveau de RSSI dans l'enceinte de l'armoire pour un type qu'on avait. Et l'autre que je vous ai présenté, c'est une antenne du tag Assign qui est disponible en présentation. Donc on voit très bien le petit Y dans... Ah, tu m'as changé de slide un peu vite. Désolée, c'est pas ça. On voit très bien le petit Y du tag ici avec le A. Donc l'antenne, elle a un petit côté fun là, et elle n'est pas optimisée par rapport aux applications visées, c'est vraiment pour faire de la diffusion et valoriser la solution technique. Donc concrètement, nous avons les moyens de simulation, donc c'est des simulations que Hamza a menées à partir des designs. Et sur la courbe du bas, on voit la corrélation entre la mesure qu'on est capable de faire avec nos moyens d'essai que Elisabeth a présenté juste avant, donc dans le RF, et puis les mesures, la simulation, pour avoir une bonne corrélation et recaler les modèles si on a des problèmes, pour pouvoir adapter au mieux l'antenne par rapport aux besoins clients. Donc cette notion d'impédance, elle est très importante dans le cadre du RFID, puisque comme je vous le disais, le tag, on va l'alimenter en enlevant l'énergie. Donc s'il est bien adapté, c'est en gros, il y a la pointe là. Toute l'énergie qu'on lui envoie va passer à travers l'antenne et attaquer la puce. Et puis lui, pour répondre, il désadapte l'antenne, donc il va volontairement la désaccorder pour réfléchir de l'énergie. Donc si à cause de l'environnement, on a l'environnement proche de l'antenne vient nous désadapter l'antenne, ben on va dégrader les performances de notre tag. D'où il est très très important de maîtriser l'environnement d'utilisation du tag en amont. Et l'erreur qu'on fait tous au départ, c'est qu'on va acheter des tags tout venant et qu'on va essayer de les mettre dans des applications, mais la plupart du temps, on a des problèmes à les mettre en œuvre à cause de cet environnement proche du tag qui n'est pas adapté au design de l'antenne qui était sur le tag que vous avez approvisionné. Donc ici, pour illustrer un peu ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de notre petite antenne de référence en dipôle. On l'a fait une mesure dans l'air, donc c'est la courbe en bleu de mémoire. Je ne vais pas bouger le micro, c'est la courbe en bleu qu'on voit là. À côté, on voit un léger shift en fréquence et on a collé le tag contre le pot en plastique mais vide. Ensuite, on a rempli de terre, donc on voit la courbe verte, c'est la terre, c'est du terreau, hein, donc légèrement humide mais pas trop. Et ensuite, on a rajouté un petit peu d'eau et on voit encore la fréquence de résonance de l'antenne qui shift. Et vous voyez que par rapport à la fréquence de résonance attendue, qui est de 868 au départ, on se retrouve à 826 mégas, donc on est complètement désadapté. Ça veut dire que dans ces conditions-là, le tag va avoir du mal à fonctionner. Il va déjà avoir du mal à récupérer de l'énergie. Et en plus, quand il va essayer de désadapter, la variation des adaptations va jouer sur des niveaux minimes. Donc, il faut que le récepteur ait vraiment une sensibilité très, très bonne pour arriver à démoduler la désadaptation générée par la puce. Pour illustrer ça, on a fait une petite vidéo de ce qui se passait quand on rajoutait l'eau. Donc, sur les 4 courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, on voyait la dernière la plus à gauche. Donc là, vous allez voir la courbe qui est à gauche, là. Elisabeth va mettre la souris dessus. Donc, la courbe la plus à gauche de l'analyseur. Et on voit au fur et à mesure que Hamza rajoute l'eau, on voit l'impédance qui se décale. D'où l'importance, hein, je vous dis, de l'environnement du tag pour l'utilisation du tag dans l'environnement. Donc, on pourrait se dire, on peut peut-être utiliser ça pour mesurer l'humidité. Et c'est un peu l'idée qu'ont eu des équipes de chercheurs. C'est ce que je vais vous présenter maintenant dans le cadre de cette présentation. Donc, on a trouvé une publi où
Il y a 4 labos qui ont uni leurs efforts pour essayer de voir comment utiliser des tags tout venant pour faire de la mesure d'humidité du sol. Donc, le principe, c'est on utilise 2 tags de même famille, identiques. Il y en a un qu'on met au milieu du pot au niveau de la terre et l'autre qu'on met dans le haut du pot, proche de l'air, pour ne pas souffrir de la désadaptation liée à la proximité de la terre humide. Et l'idée, c'est qu'on va mesurer la puissance minimum de détection du tag. Donc, on va faire un balayage en puissance et on va voir jusqu'à quel moment on ne détecte plus le tag. Et à ce minimum de niveau-là, on va se dire que par rapport à la différence entre le tag dans l'air et le tag proche de la terre, va nous donner une information sur l'humidité de l'eau. Donc, je vous ai mis la référence de l'article en bas pour ceux qui veulent aller voir de plus près tous les travaux qu'ils ont fait là-dessus. Ils ont fait pas mal d'essais avec la mesure du RSSI, ce qui paraît le plus logique en se disant l'énergie qu'on va récupérer. Ils ont travaillé sur la phase aussi. Et finalement, c'est cette méthode de mesure de différence de niveau de détection qui a été la plus performante, donc ce qu'ils appellent le DMRT, qui permet de donner une bonne estimation de l'humidité du sol à proximité du tag qui est dans le pot. Donc, ils ont fait, je vous laisse voir la présentation, leur article, mais ils ont fait des tests avec les tags dans le pot, les tags à l'extérieur, différentes familles de tags. C'est assez bien documenté pour les plus curieux d'entre vous quand on envie d'aller voir un petit peu ça d'un peu plus près. Tu peux passer la slide. Donc, les résultats. Donc, en haut à gauche, on voit ils ont fait des tests en rajoutant l'humidité petit à petit, donc sol sec, et on rajoute un petit peu d'humidité, et puis on arrive jusqu'à la saturation au moment le tag qui est au niveau de la terre n'est plus détecté, suivant la distance de l'antenne du lecteur. Sur la courbe qui est en dessous, en bas à gauche, ils ont fait des essais avec différents tags, et on voit que, vous voyez, en vert sur sol sec, on a déporté jusqu'à 8 mètres, hein, ce que vous disiez, en champ libre, on est entre 8 et 10 mètres. Donc là, en fonction des tags, suivant les performances qu'ils ont, on est capable d'aller jusqu'à un peu plus de 8 mètres en détectabilité du tag en environnement sec. Mais on voit que ça tombe à 2 mètres dès qu'on est avec de l'humidité importante, donc à 92% d'humidité, on n'a plus qu'une portée de 2 mètres. D'où l'idée du robot qui peut venir à proximité, qui se balade. Comme il y a plein de robots maintenant qui se baladent pour les serres pour faire des interventions plus ou moins techniques, eh ben, on profite du déplacement du robot pour aller chercher l'information humidité au niveau de chaque pot. Sur la courbe du centre, ils ont fait des comparaisons de performance de la mesure d'humidité par rapport à des capteurs référencés. Ils montrent une bonne cohérence entre la mesure de ce DMRT et puis la mesure d'humidité. Ce qui est important à retenir dans l'article, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps à étalonner tout ça, que l'étalonnage est fait en fonction de la distance max de détection. Ça veut dire qu'ils se mettent à 100% d'humidité, ils regardent qu'ils détectent encore le tag qui est collé au pot dans la partie basse. À partir de ça, ils commencent des étalonnages, donc ça demande beaucoup de contraintes. Ils montrent une faisabilité dans l'article de recherche, c'est intéressant. Du point de vue industriel, on voit qu'il reste encore un petit peu de chemin à faire. Et c'est là que les solutions ASI nous ont paru intéressantes en alternative à ces solutions. Au niveau erreur, ils ont fait des mesures cumulatives et à 90 centis, ils sont inférieurs à 5% d'erreur par rapport aux capteurs industriels déjà maîtrisés qui sont à 4%. Donc ça reste quelque chose de tout à fait honorable par rapport à les travaux qui ont été menés. Et au-dessus, ils ont montré aussi la sensibilité à l'environnement. La méthode DTMR, l'intérêt, c'est que comme on mesure l'information sur 2 tags qui sont assez proches, quand l'environnement varie autour, la différence de comportement entre les 2 tags varie pas trop. Je dis pas trop, c'est avec un bémol quand même, parce qu'on peut avoir, avec les chemins multiples, à quelques centimètres près, on peut être dans une zone où on n'a pas du tout de réception, et à côté, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les salons à Paris, hein, les gens qui font des démonstrations en BLE, en Wi-Fi, en Zigbee, tout ce que vous voulez, ils se baladent avec leur téléphone un peu partout, et puis ils vous montrent, ah ici ça marche encore, mais ils sont à un endroit où il y a des réflexions multiples, on arrive à choper du signal, mais en théorie, en champ libre, n'aurait jamais marché aussi loin. Donc là, c'est le même problème, c'est que à cause de l'environnement qui bouge, on peut se trouver à des endroits où ça détecte mal. Et ils ont fait des essais où ils mettaient un environnement où il n'y avait pas du tout de mouvement. Et après, ils se sont amusés à mettre du mouvement à l'intérieur. Et ils se sont aperçus, c'est ce qu'on voit tout le bruit sur la courbe rouge, les erreurs d'estimation, à cause, bien que les tags soient très proches, hein, on voit des erreurs assez importantes sur l'estimation. Et pour corriger ça, les mouvements des personnes,
L'idée, c'est de rajouter un filtre passe-bas, parce qu'ils s'aperçoivent que les phénomènes liés à l'humidité, c'est des phénomènes lents. Et donc, on va virer tout ce qui est phénomène rapide avec un filtre passe-bas, et on retrouve à peu près la courbe qui est au-dessus. Donc, c'est une petite astuce qu'ils ont rajoutée à leur système pour améliorer la détectabilité, bien que l'environnement ait été en... Je vous laisse aller lire l'article. Ils ont travaillé aussi sur repérer la position des pots à l'intérieur de l'enceinte et tout, mais ça sort un peu du cadre de cette présentation pour ceux qui sont plus intéressés. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va laisser la parole à Anne pour enchaîner la présentation et qu'on gardera les questions pour la fin de la présentation si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, Anouza et moi, sur notre stand pendant la pause. On aura plaisir à vous expliquer plus en détail si vous avez des questions. Il y a les pots de fleurs. Ah oui, il y a les pots de fleurs de nos épouses respectives qui râlent et qui les attendent avec impatience. Ils ne sont pas offerts, les pots. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation aujourd'hui. Donc moi, je vais vous présenter l'activité, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, l'activité qu'on mène chez Assign sur le développement de capteurs RFID, donc des capteurs sans batterie, interrogeables à distance avec un lecteur UHF RFID standard du marché. Juste en quelques mots, une présentation rapide d'Assign. Donc, on est une société implantée à Grenoble avec un site depuis un peu plus d'1 an aux US. C'est une société créée en 2008 et qui compte aujourd'hui 50 personnes, essentiellement des ingénieurs de développement R&D dans différents domaines d'activité. Oui, désolée, c'était moi. Pas de souci. Donc aujourd'hui, moi, je vais me présenter essentiellement la partie capteur RFID. Oui, peut-être. Merci. Voilà. Mais on a 3 autres activités. Le point commun entre toutes ces activités, c'est le design de composants microélectroniques et tout ce qui gravite autour. Par exemple, une activité en intelligence artificielle pour le développement de solutions à la fois hardware et software. Des capteurs inertiels très pointus et aussi du design de composants RF et en non millimétrique. Anne, gardez bien le micro près. D'accord. Ah oui, pardon. Donc, sur la partie capteur RFID, donc ce produit a fait l'objet du dépôt de 2 brevets. Donc, la grosse force du produit, c'est, comme on l'a dit, d'être sans batterie. Donc, complètement, on peut le poser et l'oublier. Il n'y a pas besoin de venir faire la moindre intervention après l'avoir installé. Et ces capteurs, donc, vous allez le voir, permettent de faire de la mesure de température, humidité, contrainte ou déformation. On peut aussi y ajouter des capteurs externes pour faire encore plus de mesures, par exemple en collant un accéléromètre sur l'interface analogique du circuit. On peut aussi prévoir d'y accoler des capteurs capacitifs en tout genre. Voilà, donc là, comme l'a dit Christophe, la technologie RFID est simple à mettre en œuvre. Il suffit donc d'un composant, d'une antenne pour former un tag, et ensuite d'un lecteur avec sa propre antenne pour venir interroger le composant. Comment ça marche? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails puisque Christophe l'a bien expliqué. C'est le lecteur qui émet et le tag qui module son impédance d'entrée, ce qui permet de désaccorder l'antenne pour donner sa réponse au lecteur. Donc, le tag est vraiment complètement passif. Il consomme très, très peu. On a toute une famille disponible aujourd'hui. Donc, je ferai un petit focus sur la partie humidité pour être bien dans le thème du jour. Dans
Dans notre cas, il s'agit de mesurer l'humidité relative. C'est le produit AS3213RH pour Relative Humidity. Aujourd'hui, il en est au stade de l'engineering version en anglais, donc pas encore en production. On prévoit une mise en production en 2014. En revanche, on a déjà un capteur de température et de déformation, ou strain, disponible en production. Et un capteur light, donc pour mesurer la luminosité, qui devrait suivre également peut-être l'année prochaine, en fonction des besoins clients. Voilà, donc les versions disponibles aujourd'hui en production, température, strain, RH à venir l'année prochaine. Et on peut aussi, également en production, développer des capteurs à base de capteurs externes, résistifs ou capacitifs. Donc des tags interrogeables de la même façon à distance et sans batterie pour tout type de mesure capteur. Alors, un petit focus sur le tag humidité, tel qu'il existe aujourd'hui en version engineering. Donc, le composant se trouve ici, dans un boîtier QFN, dans lequel on a percé un trou. Donc, pour l'instant, ce n'est pas solution de production. Donc, on a percé un trou dans un boîtier que l'humidité ambiante dans l'air atteigne le composant, ce qui permet donc des mesures d'humidité ambiante de 0 à 100% d'humidité avec, j'ai indiqué les sensibilités du capteur, et à la fois donc en simultané une mesure de la température sur une gamme de moins 40 à 125 degrés. Donc ce produit sera mis en production l'année prochaine avec des disponibilités soit en puce nue, ce qui permet à nos partenaires et clients de développer leurs propres tags, puce nue ou en boîtier BGA l'année prochaine. Voilà, avec une sensibilité améliorée sur cette future version. Donc, vous aurez l'occasion de voir ce tag en fonctionnement dans la démonstration que va faire Hamza. J'ai mis ici une série d'applications possibles pour nos produits. Donc, que ce soit pour des économies d'énergie dans l'agriculture, donc par la mesure de température, humidité, pourquoi pas luminosité, pour ajuster au mieux les systèmes de chauffage et les systèmes d'irrigation dans les serres, par exemple. On peut avoir également des applications en logistique pour être capable en permanence de gérer un stock de façon sans batterie, donc à distance. Ça permet de faire des économies déjà de batterie, parce qu'il existe des systèmes actifs qui peuvent faire la même chose, mais pour lesquels il faut changer régulièrement la batterie. Donc, par exemple, une des applications dont on s'occupe beaucoup en ce moment, c'est le pesage de petits objets sur les étagères logistiques de façon à gérer les stocks. Donc, grâce à un capteur qui mesure la déformation de petites boîtes, stocke les pièces en question, on est capable, sans batterie, sans énergie, seulement l'énergie du lecteur est nécessaire pour lire une grande quantité de données logistiques. Autre exemple dans la construction, où on est capable de mesurer, par exemple, l'humidité à l'intérieur du ciment lors de la construction d'un bâtiment, enfin du ciment, du béton. Ce qui permet d'être certain du bon séchage du béton avant de poursuivre la construction d'un bâtiment, par exemple. Là aussi, ça permet de faire des économies, l'air de rien, parce qu'il arrive que dans le bâtiment, pour éviter de perdre du temps, les constructeurs se précipitent, construisent trop tôt un second étage alors que le premier n'est pas sec. Il faut tout casser, il faut tout refaire.
Ça, c'est une application très, très utile également. Et dans l'industrie, la maintenance prédictive, donc, qui permet, par exemple, en mesurant la déformation de pièces mécaniques, d'éviter d'attendre qu'elles rompent avant de les changer. Alors, chez Assign, donc, on développe le composant et on s'allie de partenaires, comme par exemple le Crécit, pour développer des solutions complètes et également des partenaires fabricants de tags pour développer les tags. Bon, voilà un petit panel de partenaires avec lesquels on travaille pour développer des tags. Donc, en général, il est quasiment systématique que le développement d'un tag custom soit nécessaire, c'est-à-dire un tag réellement ajusté aux besoins de l'applicatif et aux contraintes de l'environnement, comme l'avait mentionné Christophe. Et donc, ce qu'on propose aussi, c'est le développement d'un système, d'une solution complète à nos clients qui ont des besoins de mesure capteurs sans énergie et à distance, soit en faisant appel à notre propre expertise en termes de support et de développement, soit en faisant appel à nos partenaires, fabricants de tags, fabricants de lecteurs ou fournisseurs de solutions complètes. Voilà, comme par exemple le Crécit. Donc, j'aurai également une démonstration à vous présenter pendant la pause tout à l'heure. Je pourrais vous montrer quelques-uns de nos tags de démonstration pour la mesure de contraintes, de luminosité, etc. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci, Anne, pour cette présentation et merci, Christophe. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces technologies. Vous pouvez rester là s'il y a des questions. Bonjour, Marc Gerlich. Le prix d'un tag, à peu près en moyenne Très, très variable. Alors moi, je peux parler du prix de la puce. Après, le prix du tag va tellement dépendre du packaging nécessaire. Est-ce que c'est juste un tag papier, un tag plastique, ou bien carrément un tag avec une coque dure. Donc, je suis incapable de vous dire le prix d'un tag. Un éventail? Ça peut aller de... Alors, tout dépend aussi des volumes, toujours pareil. Voilà. Donc, si on parle du prix du composant tout seul, pour commencer, pour des volumes de 1 million de pièces, on est en dessous de l'euro. Le tag peut ajouter 10 centimes ou quelques euros. Ça peut même aller jusqu'à 20, 30 euros en fonction de la complexité. Après, pour des petits volumes, forcément, les prix, pour l'instant, sont supérieurs. Donc, pour le composant tout seul, 10 à 20 000 pièces, on est autour de 3-4 euros. Quand on passe à 100 000 pièces, autour de l'euro. Voilà. Et 1 million, je disais, on descend, ça peut être 70 cents. Voilà. On est en ramp-up en ce moment-là, en production. Voilà. C'est un produit vraiment innovant qui décolle cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée par rapport aux présentations? Oui. Est-ce que vous pouvez nommer des concurrents aujourd'hui? Oui. Sur votre Oui, 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 oui. On a un concurrent américain, par exemple, Axon, qui développe un produit capteur de température. Voilà. Sur une gamme moins étendue. Dans notre cas, c'est moins 40 degrés, 125. Et eux s'arrêtent à 85 degrés et je crois qu'ils ne descendent pas en dessous de zéro. Voilà.
Mais on a très peu de concurrence. On a une avance sur nos concurrents. Voilà, on est en train de prêcher la bonne parole pour que cette solution soit connue. Dans le cadre de l'expertise qu'on a menée nous en amont, on a trouvé d'autres fabricants tels que Electronic Marine et NXP, mais ils ont tous décidé d'arrêter ces solutions-là. Très peu proposaient la solution capteur intégré, donc c'était l'originalité des capteurs ASIM. Par contre, ils proposaient comme ASIM des solutions avec convertisseur analogique intégré qui permettaient d'interfacer un capteur externe. Donc certains ont une interface SPI qui permettait de communiquer avec un micro, faire des échanges, même alimenter éventuellement un petit micro extérieur. Mais du coup, les performances RF du chip, parce qu'on n'en a pas parlé, mais par rapport à un tag standard, le fait de devoir alimenter la partie acquisition, on perd un petit peu en sensibilité du tag. Et donc, du coup, les performances sont un peu dégradées. Et le gros problème des gens comme Electronic Marine, NXP et tout, c'est qu'ils n'ont pas réussi à accrocher des marchés parce que la performance, justement, de mesure par rapport au tag standard était vraiment dégradée. Donc, ils ont tous arrêté et les seuls qu'on ait pu trouver, nous, en France, qui faisaient ce genre de choses, je ne connaissais pas. Et du coup, voilà, les seuls qu'on ait trouvé qui proposent le capteur intégré, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que là, on met la puce, on n'a rien d'autre à faire. C'est vraiment une approche intéressante dans leur démarche et on est très content de voir que ça démarre. Merci Christophe, merci Anne. Une dernière question, j'étais à la journée cybersécurité à Bourges la semaine dernière. Est-ce que les tags, comment est-ce qu'on peut sécuriser des tags RFID? Est-ce que c'est intrinsèque dans la techno? Est-ce que les tags peuvent répondre qu'à un seul lecteur? Les données sont cryptées? Est-ce qu'il y a des choses Alors, il est prévu d'ajouter de la sécurité sur le protocole RFID lui-même, protocole EPC. Mais aujourd'hui, nos tags ne sont pas sécurisés. Il y a un CRC qui est ajouté dans les trames. Voilà, c'est quand même assez basique, on va dire, comme sécurité. Mais par contre, il est possible tout à fait de cibler les tags que le lecteur souhaite interroger. Donc, le lecteur connaît son identité et l'interroge. Donc, pour qu'un lecteur autre vienne interroger ce tag, forcément, un lecteur peut faire l'inventaire de tous les tags présents et interroger tous les tags sans problème. Mais on recommande à nos clients de développer des solutions où ils vont cibler les tags les uns après les autres pour que la communication ne soit pas perturbée par un environnement extérieur. Et du coup, là, c'est plutôt au niveau du lecteur qui peut faire le travail, c'est ça? Oui, oui. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher un lecteur autre de venir interroger le tag. C'est intrinsèque à la RFID. C'est le principe même. Un lecteur, en un seul inventaire, doit être capable de récupérer l'identité de centaines de tags. C'est le principe même. On ne peut pas avoir que des avantages. Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelle est la portée dans le béton? Oui. Dans des structures classiques, effectivement, je comprends bien que on voit à de telles fréquences, vous avez de la pénétrabilité. Et quand on a des structures bien plus importantes, je pense j'en parlais tout à l'heure avec Christophe, des mines où on va couler de l'agglomérat et on a des besoins là aussi de faire des remontées de mesures. Ça peut être une solution intéressante, mais là, on a de l'épaisseur. Alors, oui. Dans le béton, on a fait quelques essais. On a coulé un bloc de béton dans notre labo. Tant que le tag n'est pas à 30 cm de la surface, on continue à réussir à lire le tag en se plaçant quasiment à la surface du bloc. Par contre, s'il est plus proche, 5, 10, 15 cm, on a encore quelques mètres de portée. On n'a pas les 7 mètres qu'on peut avoir à l'air libre avec notre produit, mais on peut lire le tag à 1 mètre, 2 mètres, s'il n'est pas trop noyé. Voilà. On n'a pas fait d'autres essais que dans le béton aujourd'hui. Dernière question rapide.
J'ai travaillé il y a longtemps sur un capteur d'humidité du sol, quelques dizaines de mégas. Et il y avait un effet assez fort de la conductivité du sol, du type de sol. Est-ce que vous avez fait des essais? Est-ce que vous avez regardé s'il y a une corrélation entre la conductivité ou la résistivité et l'humidité mesurée? Alors, nous, notre capteur, il est plus sur la mesure de l'humidité relative dans l'air. Donc, on parle de mesure de l'eau à l'état gazeuse dans l'air. Par contre, le produit dont Christophe parlait, lui, est effectivement un produit d'humidité de la terre, donc l'eau liquide dans la terre. Je n'ai pas d'expérience. Je sais pas si- On n'a pas fait les essais, on a juste analysé la publication et c'est sûr que la conductivité va être un facteur important puisqu'on va avoir des pertes RF importantes. Du coup, on va encore dégrader encore plus la transmission RF. Donc, en plus d'être désadapté, on va avoir une atténuation longue RF à cause des pertes dans le milieu conducteur. Donc, ça va être important. Et pour rebondir sur ta question, Raphaël, dans le cadre d'une autre expertise qu'on a amenée sur l'URFID, il y a possibilité d'augmenter les portées en mettant des brins à proximité des tags qui font monter le volet. Donc, il y aurait peut-être des travaux intéressants dans le cadre de recherche, ça veut dire on noie dans le magma des fils qui viennent là faire monter le volet. Le lecteur peut aller se couper à cette antenne-là et rediffuser au tag. Il va pouvoir répondre. Donc, je sais que c'est des choses qu'on a vues pour des augmentés de portée sur des petits tags du commerce, tout à fait avec les antennes miniatures. Et on arrivait à avoir des portées de 10 mètres alors que le tag en lui seul avec une portée de 2 mètres. Merci de votre attention. Je pense qu'on va laisser la au suivant. Oui, merci à tous les deux. Du coup, je vais laisser la parole à Taher de la société Cibex qui, comme je disais tout à l'heure, est assez spécialisée dans tout ce qui est agriculture et irrigation. Donc, Taher. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation. C'est très intéressant. Tout ce qui est l'humidité du sol, traitement du sol, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je viendrai vous voir. Alors, Cibex, c'est une startup qui travaille dans l'agtech. Nous, on est plus spécialisé dans l'irrigation de précision et on est plus spécialisé dans l'irrigation de précision sans capteur. Ce qui n'encourage pas pourquoi il est là. Par contre, pour faire de la bonne irrigation de précision sans capteur, il nous faut beaucoup de données capteurs. Pour qu'on puisse faire du rapprochement, pour qu'on puisse calibrer, améliorer et donner de plus en plus nos modèles d'intelligence pour permettre de se rapprocher le plus possible de la réalité. Donc voilà, pourquoi on s'intéresse à l'irrigation? Parce que l'irrigation aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué pour un agriculteur. Pour pouvoir savoir ou estimer l'état de la réserve d'eau dans le sol, il faut énormément de données, il faut appliquer beaucoup de modèles, il faut calculer, etc. Ce qu'un agriculteur ne va pas faire. Pas le temps, pas la compétence peut-être pour le faire, etc. C'est pour ça que nous, on le fait à sa place et on lui donne un résultat simple, compréhensible, qui va l'orienter dans sa prise de décision. L'outil d'aide à la décision, ce qu'on a construit, mais ce n'est pas un outil qui va remplacer, pas pour aujourd'hui, l'agriculteur dans sa prise de décision. Donc, grosso modo, pour faire simple, pour ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on cherche à développer, il y a ce qu'on appelle l'irrigation programmée. Je vais apporter tant de millimètres par semaine ou 2 fois par semaine, ou 2 fois par mois, à tel montant. Si on ne sait pas précisément c'est quoi le montant, on va donner plus ou moins la même chose, ou approximativement. Or, le besoin réel, c'est ça. Vous voyez, ça dépend de la journée, ça dépend du rayonnement, ça dépend de plein de facteurs, de la vitesse du vent, etc., etc. Donc, il y a forcément un décalage entre une irrigation programmée qui n'est pas basée sur des données réelles, calculées, etc., mesurées éventuellement,
et ce qui peut être apporté via ce qu'on a planifié. Par exemple, dans tout ce qui est espace vert, on va toujours trouver, en fait, de février, mars jusqu'à septembre, on va dire, on va arroser 2 fois, 20 minutes chaque fois. 2 fois par semaine, 20 minutes chaque fois. Et ça continue pendant toute la saison. Or, parfois, on a besoin de plus, parfois, on a besoin de moins. Et dans le cycle du développement du végétal, il y a plusieurs phases, et il y a des phases qui sont critiques. Il ne faut pas se louper au niveau de l'apport en eau. Si on se loupe sur ces phases-là, ces stades-là, il y aura forcément des conséquences, que ce soit sur la qualité, sur la productivité ou les deux. Ou alors sur la santé des sols et la santé des plantes. Okay. Donc nous, au sein de Cibex, on centralise plein de données, donc des données qui relatives au climat, relatives au sol, type de sol. On a des intégrations avec plusieurs bases de données, l'imagerie satellite, pratique de l'agriculteur. On a également tout ce qui est données capteurs. Donc tout ça, il est centralisé dans un seul endroit et on a tout optimisé pour qu'on puisse aller piocher énormément de données rapidement. Okay. Ça, à quoi ça ressemble plus ou moins à notre plateforme. Donc ça, c'est une version hyper simplifiée. L'évolution de la réserve au fil du temps qui est influencée par la pluviométrie ou l'irrigation. Il est limité à la capacité, on appelle ça la capacité au sol, la capacité au champ, c'est la capacité maximale que le sol peut retenir en termes d'eau sur l'horizon qu'on cible. Après, bon, ça, c'est les irrigations faites par l'agriculteur, et ça, c'est les différentes phases où il y a, là, par exemple, sur cette phase-là, il y a une très forte sensibilité au stress hydrique, capacité, etc. Donc, juste pour vous montrer, ça également, c'est un récapitulatif de l'état de la journée, avec 4 cercles. Bon, il va y avoir un 5e avec quand est-ce qu'on recommande la prochaine irrigation et combien. Mais on reste vraiment sur des trucs qui sont hyper simples pour un agriculteur. Et tout ça, il peut être envoyé par mail ou envoyé par SMS. Ça, c'est l'imagerie satellite, un exemple d'imagerie satellite. Et on arrive sur les stations connectées Cibex. Donc, nous, pour pouvoir confronter les données qu'on estime par rapport aux données réelles, on installe des capteurs qui sont connectés dans une station. La station, elle va lire les données des capteurs, elle va transmettre ça ou les transformer avant de les envoyer. Et on a 2 types de stations. Donc, on a des stations d'acquisition de données et il y a des stations d'automatisation. En gros, bon, on a construit des stations qui permettent de lire plusieurs types de capteurs et je vais parler après. On a choisi un type de capteur bien précis. Après, donc c'est des stations qui sont connectées en temps réel. On peut les interroger à tout moment, récupérer l'information, ou alors il envoie de façon périodique sur un disons, laps de temps qu'on peut configurer à distance également. On peut consulter des logs au niveau d'une station passerelle et toutes ces données-là, je vais vous montrer après, elles sont toutes centralisées sur plusieurs étapes au niveau de notre cloud. Après avoir manipulé énormément de capteurs, on a choisi de travailler avec des capteurs digitaux en SDI 12. On trouve ce qu'il nous faut là-dedans, c'est très précis, et le protocole SDI 12, il nous permet, par exemple, au niveau de notre station, on peut mettre n'importe quel type de capteur SDI 12 sur n'importe quel port, et la station elle va reconnaître automatiquement ce quoi traiter, faire les pré-traitements sur place, etc. C'est vraiment notre ami en termes d'automatisation et facilitation de l'installation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un protocole qui il utilise une interface série avec un débit de 1200 baud.
L'avantage, c'est que bon, c'est une alimentation close web, et donc on peut avoir une longue distance, on va dire, entre le capteur et la station, sans qu'il y ait une perte de tension entre-temps. Communication bidirectionnelle, donc on peut interroger le capteur et recevoir sur un seul fil, on va dire. Multiplexage, on peut avoir plusieurs capteurs qui sont liés en série sur un seul port. Donc, ils vont avoir des adresses différentes, 1, 2, 3, etc. Et donc, j'ai un seul port, 4 capteurs, il n'y a aucun problème à délire. Et des commandes standardisées, donc il y a un jeu de commandes. Donc, ça fait partie du protocole et c'est très simple à intégrer et à utiliser. Donc, sur nos stations, on a choisi d'installer des capteurs sur 2 profondeurs. Donc, ça, c'est moi en plein soleil. L'image à peu traitée, on ne le voit pas, mais j'ai vraiment quelques rayons qui nous traversent le cerveau. Donc là, profondeur 1, profondeur 2. Sur la profondeur 1, on va mesurer la teneur en eau volumique, température du sol. Et maintenant, on a choisi sur les 2 profondeurs, on va mettre teneur en eau volumique, température du sol et électroconductivité. Ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous. Également, avec la teneur en eau volumique. En plus de ça, on a un autre capteur qu'on met à la 2e profondeur qui mesure le potentiel hydrique. Okay. Donc ça, c'est 2 types de capteurs. Je vais vous les montrer ici. On utilise des capteurs meter group. Donc c'est ça c'est un exemple d'installation. C'est une installation très, c'est-à-dire c'est vraiment très superficiel. Là, on est à 15, à 10 et 20, je pense, 15 et 25. Donc c'est ça le capteur, je vais vous le montrer après. Ça, c'est le capteur de potentiel hydrique. C'est ça les capteurs de teneur en eau volumique, température sous-sol, plus électroconductivité. Donc c'est ça le capteur. Bon, ça c'est un meter group, hein, c'est très connu. C'est un groupe allemand, germano-américain. Ils ont racheté une autre société qui s'appelle Decagon. Et Decagon, ils sont là, ça fait 15 ou 20 ans qu'ils sont là. C'est très intéressant comme capteur parce que c'est des capteurs capacitifs et c'est des capteurs qui utilisent une fréquence de 70 MHz. Donc, il y a très peu de perturbations. Ils sont auto-calibrés. Donc, on a installé, on commence à collecter de la donnée. C'est hyper pointu. Et comme ça, on peut les insérer dans le sol, dans la paroi du sol, sans perturber le sol. Et donc, on n'a pas à attendre que le sol se réhomogénéise pour qu'on puisse commencer à collecter de la donnée. On peut aller directement. Voilà. Après, donc ça, ce capteur-là, TEROS-12, ça fait température, électroconductivité, température sous-sol, électroconductivité et bien sûr la teneur en eau volumique. Ces capteurs-là, donc TEROS-21, c'est des capteurs de potentiel hydrique. Le potentiel hydrique, c'est quoi? En gros, le potentiel hydrique, c'est comme le tensiomètre. Il nous indique, on peut voir sur la force de succion, la force nécessaire pour tirer l'eau qui est disponible. Et ça couvre toute la plage, de moins 5 jusqu'à moins 100 000 kPa. Et donc, on peut voir vraiment tous l'assèchement du sol. Ce qui nous indique ce capteur-là, c'est simple. Il nous indique est-ce qu'on doit irriguer ou pas. En gros. Il nous indique ce capteur-là, c'est combien? Un, c'est oui ou non. L'autre, c'est combien? Okay. Ça, c'est un exemple de site qu'on a installé. C'est dans le sud de la Tunisie. Et bon, c'est la première fois que j'expresse ça. Hein. Elisabeth m'a dit il faut que tu partages tout. Bon, je suis là pour partager. Ça, c'est notre plus grosse galère. C'est vraiment un site, on en a rappelé comme pas possible. En fait, ça, c'est 35 hectares d'olives en hyper intensif. Et c'est sur un site de 1200 hectares. Okay, donc, on a commencé par 35 hectares. Et l'idée, c'était d'installer une station d'acquisition ici, une station d'acquisition là, parce qu'on a un sol plus ou moins homogène.
et que ça transmet. Et on a une station météo ici, et le local technique, il est là. Donc, vous voyez un peu le local technique. Mais bon, mine de rien, d'ici à là, on a 495 mètres, à peu près. Et donc, nous, on s'obstinait à travailler sur un protocole de communication instantané pour qu'on puisse avoir une donnée instantanée, etc. Et pour pouvoir faire ça et envoyer pas mal de données et être libre et à l'aise dans la collecte de la donnée, on a utilisé le Zigbee. Quand je dis le Zigbee, ceux qui ont manipulé ça, normalement, ils commencent à rigoler parce que là, 500 mètres en Zigbee, ça fait quelque chose. C'est là où tu visualises vraiment la zone de Fresnel, etc. Là, tu commences à la voir, la zone de Fresnel. Et donc, quand on a installé, bah, on ne comprenait pas. Il y a des axes sur lesquels on capte, d'autres axes on ne capte pas. Et là, on commence à monter une antenne sur le toit, avec un mètre en plus, donc ça fait 3 mètres du sol, avec un petit bout. Ça ne marche toujours pas. Après, tu commences et la végétation, elle avance entre-temps. Hein. Donc, elle commence à monter. Après, bon, on a compris, ça ne sert à rien, il fallait faire une station relais. Après, bon, Zigbee, ça consomme énormément. Heureusement, on est dans le sud de la Tunisie, donc le soleil ne manque pas. Donc là, on commence à installer les panneaux solaires. Tu en mets deux. Après, tu vois que la fréquence dont tu as besoin, ça consomme. Et donc là, tu perds en énergie. Après, c'est assez galère pour redémarrer. Là, on met 4 panneaux, etc. Donc, bon, je vous épargne les détails. Maintenant, ils sont tous connectés. On a bien appris, on a bien raflé. Mais ça marche. Mais après, on a bien compris qu'il faut passer sur du LoRaWAN. Parce que là, ça sert à rien, c'est impossible. Quand il y a une végétation dense, il vaut mieux ne pas aller dans ce genre de conneries. Ça, on a commencé, ça fait 2 ans. Et à ce moment-là, on aimait bien le Zigbee, là, on n'est pas très amis. Donc là, c'est des stations aujourd'hui qui transmettent à chaque 5 minutes et qui transmettent à la demande. Toute la donnée, elle est envoyée depuis chaque station d'acquisition. Il y a ici 2 capteurs en bas sur 2 profondeurs différentes, 3 capteurs ici. Une station relais, c'est juste un relais. Il n'y a rien de spécial là-dedans. On a une station météo qui est celle-là. Et tout ce petit monde-là, il envoie à une passerelle. La passerelle, elle envoie la donnée à un serveur intermédiaire. Quand je dis serveur intermédiaire, c'est une instance. C'est au niveau de notre cloud, auto-scalable, etc. Il collecte toutes les données, les formats, ensuite les envoie à notre backend qui va, lui, les enregistrer au niveau de notre base de données. Après, quand c'est enregistré et tout est bon, on retransmet dans tout ce qui est en réel. Donc, grosso modo, c'est ça ça ressemble à ça, une installation. Maintenant, bien sûr, sur les nouvelles versions, ça a beaucoup évolué. Et après, donc, on a des courbes qui ressemblent plus ou moins à ça. En fait, ce qu'on a fait, on a construit un explorateur de données. Je vais vous montrer rapidement après. C'est un explorateur qui nous permet de configurer le schéma qu'on veut et le jeu de données qu'on veut, au pas de temps qu'on veut, à partir de la source qu'on veut. Ça en fait beaucoup, mais je vais vous montrer. Mais c'est très intéressant parce que tu peux voir des corrélations éventuellement. Tu peux augmenter le pas de temps pour voir c'est quoi l'impact sur le long terme, sur le moyen terme, etc. On peut même appliquer des agrégateurs. Par exemple, ici, sur la courbe qui est en haut, ça c'est le max, le min et la moyenne. Okay. Et donc, c'est vraiment très instructif pour nous. On l'utilise d'abord pour nous, pour nos interprétations. Et par exemple, ici, on voit les précipitations. Donc, on essaie de voir quel impact ça a quelque part. Mais donc, ça, c'est quelque chose de plus ou moins évident. On a quelques coupures qui sont dues, c'est des sites où il y a. Je sais pas. Laissez-moi. Il peut y avoir des coupures d'Internet ou quelque chose comme ça, mais bon,
C'est juste à titre, c'est pas très méchant. Voilà. Parmi les choses qui sont très instructives là-dedans, quand on voit le minimum de fin de journée, parce que dans ce cas-là, c'est un site d'agrumes sur le nord-est de la Tunisie. L'irrigation elle est faite chaque jour, parce que c'est une condition assez difficile. Et c'est en goutte à goutte. Et ce qui nous intéressait, c'est de voir l'évolution de la réserve au fil du temps. Et le truc le plus simple, à part tout ce qui est autre analyse, mais quand on voit que le minimum en fin de journée avant la prochaine irrigation, il est en train de monter, c'est qu'on est en train de sur-irriguer. Aussi simple que ça. Quand c'est stable, c'est qu'on commence à être pas mal. Donc, ça, c'est vraiment un des. Après, bon, il y a des données qu'on récupère, que les convertir en millimètres, qu'on va les confronter par rapport à nos estimations, etc. Mais je vous épargne tout ça. Ce qui est également très intéressant, c'est de voir l'impact d'une bonne ou mauvaise irrigation à partir des données capteurs et de les comparer ou les confronter aux données satellites. Ça, par exemple, on fournit jusqu'à 8 indices de végétation et on peut voir l'évolution de la moyenne au fil du temps. Et ça, c'est caractéristique de différentes phases de développement de la plante. Et cette donnée-là, combinée aux données capteurs, sont des données qui sont très intéressantes, surtout dans la comparaison d'une saison à une autre. Voilà, grosso modo. Après, on a des stations d'automatisation, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, faire le pont entre la donnée mesurée et prendre une décision directement sur site pour automatiser l'irrigation, c'est possible, mais ce qu'on mesure avec les capteurs, c'est l'état actuel. Mais pour prendre une bonne décision en irrigation, il faut prendre en considération les prévisions climatiques. Donc, on ne va pas avoir uniquement un déclenchement basé uniquement sur les données capteurs. Il faut qu'il y ait une combinaison de plusieurs sources de données, au moins deux. Et donc, c'est pour ça que ce pas-là n'est pas encore franchi, mais quand on aura quelques centaines de téraoctets de données d'ici quelques années, je pense que ça sera franchi tôt ou tard. C'est bon, j'ai terminé. J'espère que c'était représenté mieux l'agriculture. Merci. Merci Taher pour cette présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit sur les capteurs, etc. Bonjour. Vous évoquiez 2 profondeurs pour les sondes. À quelle profondeur est-ce que vous les mettez? Ça dépend de la culture, du type de la culture, de la variété même. Chaque variété elle a une zone optimale d'enracinement. On met en début et en fin de zone optimale d'enracinement. C'est variable. Vous auriez un exemple? Alors, pour les agrumes, je pense qu'on a mis entre 40 et 60. 40, 60. Mais également, c'est une variété, je pense, navet, quelque chose comme ça. Et il y a l'âge également qui compte. Après, bon, il y a le problème avec ça, quand on est sur des champs avec des cultures où il y a de la rotation, c'est qu'il faut refaire le truc à chaque saison. Merci. En fait, je voulais vous montrer aussi cette partie-là. On va peut-être attendre de voir s'il y a d'autres questions. Oui, mais je reste. Si ce sera pour la démonstration. Ok. Voilà. Désolée. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à. Et pour rebondir sur ce que vous disiez là tout de suite, Oui. Du coup, suivant les cultures, quand tout est. Alors, je ne suis pas non plus dans l'agriculture. Labouré, voilà, je cherchais le mot. Quand tout est labouré, du coup, vous devez enlever vos capteurs avant, j'imagine, et les remettre ensuite. Ça dépend de la culture. Par exemple, en horticulture, les arbres ne vont pas bouger. Ça reste là. Si on est en plein champ, maïs, blé, etc., oui, c'est bon. Parce que sinon, ça part avec la moissonneuse.
vos systèmes s'adaptent à la fois pour la culture sous serre et en plein champ. Alors, pour tout ce qui est capteur, oui, ça, il y a pas mal d'informations qu'on peut collecter à partir des capteurs qu'on installe en serre, sous serre et en plein champ. Mais pour tout ce qui est estimation, c'est surtout en plein champ. D'accord. Et du coup, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, par rapport à la profondeur des capteurs où les installer, etc., vous êtes agronome, vous avez des agronomes dans vos équipes ou c'est plutôt des électroniciens qui travaillent en collaboration? Enfin, comment ça se passe? Non, ça, c'est de l'agronomie. Mais justement, vous avez des agronomes. Oui, on a en interne, mais on a également des partenaires. Par exemple, on a un partenariat avec Chambre d'agriculture de Bordeaux, on a produit cet outil Neteric par Silex, aujourd'hui qui est lancé dans pas mal de départements, une quinzaine de départements en France. Mais en Tunisie, on a un partenariat avec le Centre technique des agrumes. Là, sur l'Arabie Saoudite, on commence à prospecter le marché et on va avoir un prochain projet sur les dates. Donc, il y a toujours des partenaires métiers avec nous. Et nous, en interne, on a aussi des agronomes. D'accord. Ok. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette présentation? Sinon, je vais laisser la parole à Pierre Anglade d'Ovive. Et puis, voilà, Taher, elle sera disponible là sur les stands pour présenter l'outil qui est disponible en ligne et vous expliquer un peu les différentes mesures qu'ils peuvent réaliser. Merci beaucoup. Merci. Donc, la dernière intervention sur cet aspect d'optimisation de la consommation en eau. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Anglade, et je passe le diaporama. Il est où le... Ouais, merci. Bonjour à tous, je me présente Pierre Anglade, directeur commercial de la société Wovive et copropriétaire de la société. On est une petite PME basée à côté de Montargis, on est 13 personnes et on fait de l'irrigation principalement en grande culture depuis maintenant 25 ans. Donc nous, les capteurs, on ne les conçoit pas, on les exploite. Je veux bien que vous veniez la page d'avant. Si non, c'est bon, j'ai vu, pardon. Principalement sur le pompage. On conçoit nos solutions de pompage nous-mêmes. Je vais y revenir. Et aussi, on en exploite aussi quelques-uns sur les moyens d'aspersion. Donc, le but d'utiliser les capteurs, il est multiple. Le premier, c'est d'optimiser évidemment la consommation de l'eau, donc la quantité d'eau qu'on utilise pour irriguer une parcelle. Le deuxième, c'est d'optimiser la consommation de la pompe qu'on utilise donc pour irriguer. Donc le pompage, on va dire qu'il y a deux grands principes de pompage en grande culture. Donc, je vais parler principalement de la grande culture, parce que mon métier est sur la grande culture, le maraîchage, l'horticulture, tout ça, je vais le laisser de côté. Même si par certains points c'est similaire, mais voilà, on va parler principalement de la grande culture. Donc le pompage, il est soit en surface, soit en forage. Donc les pompes sont différentes, mais le principe reste le même. On démarre une pompe, donc ça reste un moteur triphasé, donc c'est du démarrage moteur simple. Et derrière, on régule. Donc la pompe monte de l'eau à une certaine pression. Le débit est déterminé par la capacité de la pompe et par le moyen d'aspersion qu'on met au bout de la pompe. Et donc le travail de la régulation au pompage, c'est de permettre d'avoir une pression nécessaire, enfin, suffisante à l'installation pour avoir une aspersion optimale. Donc selon le moyen d'aspersion qu'on va avoir dans la parcelle, on va avoir besoin de plus ou moins de pression. En sortie de pompage, on a un réseau qui est soit en PVC enterré, soit en réseau en tuyau de surface. Ces réseaux peuvent aller de 200 mètres à 15-20 km. On peut avoir un moyen d'aspersion dans le champ qui est à 10 ou 15 km d'une station de pompage. Bien évidemment, plus on a la longueur, plus on perd de la pression dans le réseau.
Donc voilà les différents systèmes d'irrigation. Donc on a, je vais de gauche à droite, on a de l'enrouleur, de la micro-irrigation, goutte à goutte, gaine jetable, du pivot, de la rampe, et en dessous, c'est un zoom de, en gros, une rampe sur un enrouleur et une rampe frontale. Donc ça, c'est les moyens principaux d'irrigation en grande culture. Ces moyens nécessitent une pression d'admission, une pression d'entrée différente. Donc, la plus grosse pression nécessaire, ça va être de l'enrouleur. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas, un enrouleur de cette taille-là, donc le tuyau qui se déroule au sol, peut faire jusqu'à 1000 mètres de long. Donc, ça veut dire qu'on a 1 km de tuyau qui est au sol, dans lequel on passe entre 50 et 70 mètres cubes. Si vous ne voyez pas ce que c'est, en gros, vous imaginez une rallonge électrique, vous branchez la prise au mur, vous déroulez toute la bobine, et ensuite vous ramenez la rallonge jusqu'au mur. Cet enrouleur-là fait ça, celui-là fait l'inverse, vous posez la bobine au sol et vous tirez la prise jusqu'au mur. Voilà. Donc ces enrouleurs-là nécessitent une pression entre 8 et 10 bars à l'entrée, pour avoir uniquement entre 4 et 5 bars au canon. Ça veut dire que sur un tuyau de entre 500 et 1000 mètres selon les modèles, on va perdre entre 3 et 5 bars, ce qui est beaucoup. Donc, concrètement, ces moyens d'aspersion-là en grande culture sont les moins performants, mais les plus répandus. Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est les plus répandus parce que ce sont les plus mobiles. Je peux arroser la parcelle A, prendre mon matériel, l'emmener à 10 km sur la parcelle B. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'enrouleurs en irrigation. Le deuxième système d'aspersion le plus répandu, ça va être le pivot. Le pivot, vous avez déjà dû en voir en photo ou dans les reportages. C'est les grandes structures métalliques qu'on voit dans les champs et qui tournent avec un axe central. Donc, l'intérêt de ces machines, c'est que c'est complètement autonome. Ça avance tout seul. Ça a besoin d'électricité pour le faire, contrairement à l'enrouleur. L'enrouleur s'enroule avec l'énergie de l'eau. Ça a besoin de beaucoup moins de pression pour fonctionner. Donc, plutôt sur 4 à 5 bars l'entrée au lieu des 8 à 10 bars de l'enrouleur. Le problème, c'est qu'on ne va pas le déplacer d'un champ à l'autre. Et le dernier moyen qui est encore trop peu répandu en grande culture, donc, c'est la micro-irrigation. Alors, ce n'est pas forcément au sol, ça peut être du pandillard, comme on voit dans du verger, par exemple. Et là, sur ces installations-là, on va avoir besoin de 0,7 à 2 bars à l'entrée des lignes. Donc, c'est le système idéal pour l'agriculture, la grande culture. Aujourd'hui, on en est au balbutiement de ces systèmes-là dans nos secteurs. Je vous ai présenté ça rapidement pour vous expliquer qu'en fait, on a des systèmes différents avec des besoins différents en termes de pression, en termes de débit. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour gérer tout ça. Donc là, on a 2 photos différentes. On a un forage. Donc, on ne voit pas très bien parce qu'il y a plein de tuyaux devant, mais on a un forage qui sort du sol ici avec une tête de forage. Et on part sur plusieurs éléments avant de retourner dans le sol et de retourner sur le réseau enterré dont je vous parlais avant. Et au-dessus, on a une cabane, donc en général, voilà, ça ressemble à ça, une cabane de pompage, c'est des parpaings, des cartons pour pas que les oiseaux rentrent, et puis on a le matériel électrique au milieu. Donc, on a une pompe qui sait sortir un débit. En général, on est dans nos secteurs, dans nos régions, on est sur une plage de débit qui va entre 50 et 150 mètres cubes heure. Pour vous donner une idée, le robinet de la cuisine, c'est 2 mètres cubes heure. Cette pompe démarre. On met un enrouleur au bout, on met un pivot au bout, on met ce qu'on veut au bout. Un enrouleur, c'est 60 mètres cubes heure. Si on met 2 enrouleurs, on a 100 mètres cubes heure. La pompe va s'adapter à ça. Sauf qu'une pompe, elle a un débit donné, elle a une pression de fonctionnement. Et plus j'ai un faible débit, plus sa pression monte. Donc, si j'ai besoin de 9 mètres cubes heure pour 2 enrouleurs, je n'ai pas besoin de plus de 9 mètres cubes heure pour un seul enrouleur. C'est sa pression de fonctionnement. Donc, on est obligé de vanner, comme vous, quand vous mettez le doigt au bout de votre tuyau d'arrosage, pour réduire. Là, c'est la même chose. Donc, soit on travaille avec une vanne manuelle, soit on travaille avec une vanne motorisée, soit on travaille avec de la variation. Pour guider ce moyen de régulation, on a besoin de capteurs de pression. Donc, le capteur de pression va donner la pression de fonctionnement de la station de pompage. Et l'automate qui prend l'information du capteur de pression va gérer la vanne motorisée, va gérer le variateur pour lui dire de baisser la pression. Pour baisser la pression d'une installation, soit on ferme une vanne, soit on fait tourner moins vite la pompe avec un variateur de fréquence.
Ensuite, on sert de capteur de niveau. Donc, le capteur de niveau, par exemple, ça peut être sur des eaux de surface pour s'assurer de pomper alors qu'il y a encore de l'eau dans une réserve, ou des capteurs d'eau de forage. Donc, ça reste un capteur de niveau, sauf qu'il est dans le forage et il permet de s'assurer qu'il y ait toujours de l'eau au-dessus de la pompe. De plus en plus aujourd'hui, on se retrouve avec des forages dont les niveaux dynamiques, donc le niveau pendant le pompage, baissent. Et on a des forages qui, historiquement, avaient des niveaux dynamiques à 50 mètres de profondeur et se retrouvent aujourd'hui avec l'eau qui est plus qu'à 80 mètres de profondeur. Donc, si on installe la pompe à 60 mètres, on se retrouve avec une pompe qui ne pompe pas de l'eau. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre de gérer au mieux la pression qu'on met dans le réseau pour le système d'aspersion qu'on met dans le champ. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, si j'ai un pivot, j'ai besoin de 5 barres dans mon champ. Si j'ai un enrouleur, j'ai besoin de 9 barres dans mon champ. Donc, on donne l'information du besoin à l'automate qui, lui, va gérer ça en modulant sur une vanne ou sur un variateur de fréquence. Donc ça, c'est la partie gestion de la pression. La partie gestion de la pression influe directement sur la consommation de la pompe. Elle influe sur la consommation de la pompe uniquement si on met la variation de vitesse. Donc, une pompe de 90 kW, par exemple, on va partir sur 90 kW, peut tourner, si elle ne tourne pas à plein débit, peut tourner à 50 kW. Aujourd'hui, pour un agriculteur, 1 kWh, c'est 15 centimes de l'heure. Si vous avez une pompe de 90 kW, vous faites 15 centimes fois 90 kW, ça vous donne la consommation à l'heure, à l'heure du pompage de l'agriculteur. Cette pompe est dimensionnée pour tourner à plein débit 120 mètres cubes heure. Il se trouve que j'ai qu'un enrouleur en route, 60 mètres cubes heure, donc il faut que j'ajuste ma puissance. Tous les capteurs de pression, de débit et courant et puissance vont permettre, en compilant ces données-là, de mettre la pompe au bon régime moteur. On parle de régime moteur hein, quand on utilise un variateur de fréquence, pour, tout en gardant la pression nécessaire dans mon champ, optimiser la consommation de la pompe. Si j'économise 40 kW à 15 centimes, ça fait 6 € de l'heure. Une saison d'irrigation, c'est entre 600 et 1000 heures par an. Voilà. Ensuite, on peut optimiser aussi en fonction des heures creuses et des heures pleines. Là, il n'y a pas besoin de capteur particulier, on est sur une plage horaire. Et derrière, on a rajouté récemment la pression, des capteurs de pression communiquant sur les systèmes d'aspersion, c'est-à-dire que, alors ça c'est en test chez nous, c'est fonctionnel. On a un capteur de pression qui est à l'entrée de chaque machine dans le champ, par exemple à l'enrouleur et un autre au pivot. Et on renvoie avec un ping de 5 ou 10 minutes, on n'a pas besoin de plus. On renvoie l'installation à l'automate qui est dans la station, la pression qui est dans les machines. Ça permet à l'automate, tout seul, de modifier sa pression de consigne. Donc l'intérêt, c'est surtout de vraiment ajuster assez rapidement, parce que 5 minutes sur 1000 heures par an, c'est pas grand-chose. Et puis en plus, on a des inerties sur le réseau, donc on ne peut pas se permettre de faire des pings instantanés, même toutes les minutes. Sur un réseau de 13 km, fermer une vanne, ça met du temps à se réguler correctement et avoir la vraie pression qui revient. Et donc, ça permet à l'agriculteur d'avoir la bonne pression à la bonne machine, sachant que si j'ai un pivot à 5 bars, enfin, qui a besoin de 5 bars, et un enrouleur qui a besoin de 9 bars sur le même réseau, je suis obligé d'envoyer la pression pour qu'il y ait 9 bars à l'enrouleur. Sauf que si en pleine nuit, cet enrouleur se met en défaut ou s'arrête parce qu'il a terminé d'enrouler, j'ai besoin plus que de 5 bars. Et donc, si la station le sait grâce au capteur, elle va réguler pour baisser sa pression de consigne. Donc, il y a uniquement les 5 bars au pivot. Donc, je baisse ma pression de consigne de 4 bars. Hein. Si j'ai 4 bars de moins au début, j'ai 4 bars de moins à la fin. Et donc, toujours pareil, 4 bars à 15 centimes du kilowattheure. Un bar, on est facile sur 5 à 10 kW selon la pompe économisée. Donc, on économise sur l'électricité de cette façon-là. Pour la suite des capteurs, donc plutôt sur la partie aspersion, sur les enrouleurs, donc les seuls capteurs que nous on met, c'est donc les capteurs de pression dont je viens de vous parler. Sur les systèmes de pivot et de rampe, on a des capteurs qui sont complètement différents, qui sont des capteurs inductifs ou des capteurs de butée.
Donc là, on n'est pas sur de la gestion de l'optimisation de l'eau, de l'électricité, on est vraiment sur du vidage pur et simple de machine. Hein. Donc, une rampe, c'est une machine qui peut faire jusqu'à 600 mètres de long et qui avance en total. C'est des morceaux de 62 mètres qui sont articulés les uns entre les autres et qui avancent en total sur toute une longueur, ça peut aller jusqu'à 2 km. Et donc, ces machines-là doivent être guidées. Vous avez un sillon dans le sol. Sillon, c'est profond de 30 cm et c'est large de 20 cm, dans lequel vous avez un sabot. Et ce sabot, à son articulation, vous avez des capteurs qui lui permettent de dire si on est en train de quitter le chemin ou pas. Donc ces capteurs-là, ils sont très très simples, ils sont très basiques. C'est du tout ou rien, en gros. Là, j'ai pas de choses plus compliquées. Parce qu'on a une grosse contrainte de fiabilité. Si vous avez une machine de 400 mètres ou 500 mètres de long qui crache 120 mètres cubeurs et qui ne s'arrête pas ou qui sort, qui va dans une habitation ou qui traverse l'autoroute, c'est arrivé au début de la mise en place de ces machines-là, il y a des décennies, c'est plutôt problématique. Donc le souci qu'on a sur ces capteurs-là, c'est surtout la fiabilité. Donc bon, voilà, on est sur des choses qui sont basiques, qui sont courantes. Les capteurs qui sont aujourd'hui, on va dire, en réflexion dans le monde de l'irrigation, c'est des choses qui sont justement un petit peu plus poussées. Par rapport aux capteurs que je viens de vous montrer juste avant, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du codeur angulaire? Parce que le problème du codeur angulaire, alors c'est très fiable, c'est super le codeur angulaire, ça rime en plus, mais on a des contraintes mécaniques telles sur ces machines-là, une motrice de rampe, si vous mettez un arbre devant, ça ne s'arrête pas, ça n'arrête pas. On a des clients qui s'arrêtent devant les machines, ça avance tout doucement, hein, c'est du 1 ou 2 mètres heure, et ça passe sur les pics, voilà, c'est des vrais bulldozers, quoi. Donc on a des telles contraintes mécaniques sur ces machines que les structures bougent et les codeurs angulaires sont tellement précis qu'en fait, ils voient la contrainte, ils voient la déformation de la structure sur laquelle ils sont fixés, et en fait, ils transmettent cette information-là, et du coup, on a des machines qui n'arrêtent pas de compenser les jeux, alors qu'il n'y a pas besoin de les compenser. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des machines qui ne bougent pas, qui font du sur place parce que les codeurs angulaires sont trop précis et que les automates traitent trop d'infos. Et le problème, c'est que si on ne traite pas les infos, on se retrouve à l'inverse, avec des machines qui ne s'arrêtent pas quand il faut ou qui se désalignent. Donc aujourd'hui, ce matériel-là, on en a besoin, mais on n'a pas encore la solution pour l'utiliser correctement. Et on est dans un secteur d'activité où il n'y a aucune maintenance préventive. Il faut être clair et net, l'agriculture, en tout cas sur l'irrigation, il n'y a pas de maintenance préventive. Là, j'ai coupé mon téléphone, je vais le reprendre tout à l'heure, je vais à peu près 30 ou 40 appels et ça, en pleine période, tout le monde a redémarré. Donc, voilà. Donc on ne peut pas se permettre de mettre du matériel qui est très poussé comme ça, qui est très fonctionnel, mais qui va malheureusement pas tenir le choc dans l'utilisation qu'on en fait. Donc on reste sur des choses très très simples, mais très très fiables. La deuxième chose qui nous permettrait d'aller plus loin, vous avez eu la démonstration juste avant mon passage, c'est toute l'aide à la décision. Aujourd'hui, l'aide à la décision en grande culture, on en est au début, même si ça fait plusieurs années qu'il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai 1300 clients irrigants en grande culture. J'en ai très très peu qui sont équipés de sondes ou de systèmes d'aide à la décision. On va y venir parce qu'il y a un réel besoin, c'est sûr. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de le coupler avec nos systèmes pour que l'utilisateur n'ait pas vraiment à se poser la question de savoir ce qu'il doit faire. Parce que autant il n'a pas le temps de se dire, de se demander s'il doit arroser ou pas, ou quelle dose il doit mettre, s'il doit l'ajuster ou pas, déplacer l'enrouleur, il a encore moins de temps de le faire, sauf qu'il est obligé de le faire. Donc on est aujourd'hui dans une irrigation où on ne se pose pas vraiment la question, on pose l'enrouleur, on met le pivot en route, on met toujours la même dose, et puis ça c'est parti. Donc l'avenir de l'irrigation, clairement, il est sur l'aide à la décision. Et il faut que cette aide à la décision, elle soit couplée avec une vraie solution d'optimisation de la ressource. Donc, la ressource, c'est la consommation électrique dont je vous ai parlé. Et aussi la ressource en eau, c'est la quantité d'eau utilisée. Il passe aussi par des modes d'aspersion qui sont plus modernes que l'enrouleur, même si on en aura toujours besoin. Mais voilà où il faut qu'on aille sur l'irrigation aujourd'hui. J'ai mis une annonce aussi. Si parmi vous, il y a des gens qui connaissent d'autres personnes ou qui savent fournir des électrovannes adressables, donc
des électrovannes sur lesquelles on puisse commander en bus ou autre système. Ça nous intéresse. On a des projets, mais on a un problème, c'est qu'on n'a pas le matériel assez fiable, encore une fois, pour faire ça. Voilà. Parce que ce qui se passe quand on n'a pas le matériel fiable, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est les essais avec les capteurs qui vont pas bien. Alors, c'est pas nos essais parce qu'on n'est pas fabricant. Mais voilà. Voilà l'irrigation, ce qui se passe quand on n'est pas les bons capteurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, parce que du coup, on est à la croisée de nos deux thématiques du jour, on va dire, à la fois économie de l'eau, mais aussi finalement de l'électricité consommée pour tout ce qui est pompage, irrigation, etc. Puis merci d'avoir pris du temps, parce que c'est vrai qu'on n'est pas la bonne saison pour avoir cette activité. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à ce qui a été présenté? Non, pas de... Bonjour. Je suppose que vous avez de l'encrassement aussi, suivant la qualité de l'eau. Comment vous gérez? Alors, l'encrassement, on a plutôt sur les eaux de surface, les eaux de forage, c'est très rare. Sur des autres orages, encrassement, alors quand on est sur l'enrouleur, entre guillemets, enfin, on n'est pas vraiment inquiété, parce que les bus d'enrouleur sont très grosses, donc l'encrassement, ça passe, ça ressort de l'autre côté en fait. Par contre, quand on est effectivement sur l'usage de pivot, où là on est sur des bus qui font quelques millimètres de diamètre d'ouverture, ou sur de la liquefabrication avec de la gaine, là, clairement, il faut faire la filtration en amont. Donc, sortie de station de pompage, on fait de la filtration avec du lavage automatique. Ça, c'est impératif. On a trop de gens qui ne veulent pas mettre les moyens pour faire du lavage, du contre-lavage. Et on se retrouve avec des stations de pompage à déboucher tous les 3 quarts d'heure. Sur des stations de 200 mètres cubes, voilà, c'est difficile, quoi. Donc, filtration automatique, voire filtration à l'entrée de la machine concernée. C'est très souvent qu'on a une filtration en sortie de pompage, une filtration à l'entrée d'un pivot, par exemple. Et sur la micro-irrigation, c'est pareil. On a toujours à l'entrée d'un parcelle, avant la nourrice, on a aussi une filtration. Voilà. Après, on adapte la filtration en fonction du débit, en fonction de la charge dans l'eau, etc. Ah, merci. Et du coup, par rapport à, vous disiez, la maintenance n'est pas préventive. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui manquerait pour que ça... C'est purement des choix, des choix de la part des agriculteurs. Des choix économiques, j'imagine. Oui, principalement, c'est des choix économiques, même si c'est un changement qui est à faire, parce que le choix économique, il est mauvais, en fait, parce que quand on ne veut pas dépenser, je dis une bêtise, quand on ne veut pas dépenser 200 € pour changer un filtre, et qu'en fait, on se retrouve en pleine saison comme maintenant avec une machine en panne pendant 2 jours et une réparation à 800 €, c'est 800 € plus les 2 jours à pas irriguer. Donc, mais malheureusement, c'est comme ça. Les gens, il faut qu'ils changent de mentalité, c'est pas évident. Et l'irrigation, c'est une corvée. Pour l'agriculteur, c'est pas un plaisir. C'est une assurance pour lui, c'est une assurance pour son rendement, mais c'est une assurance qui lui coûte de l'argent. Pour vous donner une idée, si je veux arroser 30 hectares tous les ans, donc 30 hectares au printemps et 30 hectares en été en grande culture, il faut 60 mètres cubeurs, donc c'est un enrouleur. C'est une station, c'est un équipement classique dans le secteur. Entre le forage, la station, le réseau et l'enrouleur, on va arriver sur des budgets de 200 000 €. C'est pas rien. Donc, quand les agriculteurs se mettent à faire de l'irrigation, c'est pas pour le plaisir, parce que derrière, ça va lui prendre 1 à 2 heures par jour pour le faire. Donc il le fait évidemment pour augmenter son rendement, mais c'est pas gratuit, loin de là. Plus son électricité, plus les quotas d'eau, etc. Donc, il y a les deux choses, ils font pas ça pour le plaisir. Donc, quand ils ont fini de le faire, à fin août, ils veulent plus en entendre parler, ils rangent le matériel, et ils le ressortent là que maintenant parce qu'ils en ont besoin. Donc c'est compliqué, mais c'est clairement une vision des choses qui est à changer. On essaye de le changer parce que on ne peut pas faire autrement. J'ai 1300 clients, j'ai 50 demandes de dépannage par jour, on est 10 à intervenir. Ça ne suit pas, clairement, ça ne suit pas. Mais c'est comme ça, il y en a qui le comprennent, il y en a qui évoluent et qui font des entretiens l'hiver, mais c'est une minorité.
Et vous parliez aussi de tuyaux enterrés ou pas qui font plusieurs kilomètres. Est-ce que vous avez des moyens de détecter les fuites ou... Alors là, vu les débits qu'on utilise, les fuites, elles sont vite détectées. D'accord, avec les capteurs de pression en bout de Alors déjà, oui, vous avez la pression qui chute, mais clairement, vous suivez votre ligne parce qu'ils savent où les lignes sont enterrées, vous trouvez vite où c'est. Vous ne pouvez pas y aller. C'est vite inondé, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions chez les participants. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis, on va se faire une petite pause maintenant avant de passer à la deuxième partie sur l'économie de tout ce qui est énergie. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dans la pièce de convivialité. Voilà, que vous puissiez échanger sur les stands des intervenants et puis échanger entre vous aussi sur ces sujets-là. Voilà, merci et à tout à l'heure. Je propose que là, comme on a fini 10 minutes avant, on se retrouve à 4h moins 10 ici. Parce que le programme de la seconde partie est assez intense. Donc voilà. Merci.